Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Comment faisons-nous pour vous informer? Qui sont ces journalistes qui aujourd'hui mènent un travail absolument acharné au péril de leur vie? On va en reparler dans quelques instants pour vous informer sur le conflit qui a cours au Proche-Orient. Ici même dans ce studio, Éric Biégala. Bonjour Éric, vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Et vous avez commis un article sur le site de France Culture, un article qui a été publié le 3 octobre, mais je sais qu'il était prêt avant. Et c'est un article où il était question d'Israël sur le pied de guerre. Alors je ne dirais pas que vous aviez tout prévu, mais enfin, vous aviez eu en tout cas un certain nombre d'analyses qui se sont révélées parfaitement exactes, puisque vous écriviez notamment « Le niveau perçu de la menace extérieure semble aujourd'hui sans précédent ». On va revenir sur la manière dont vous avez réussi à vous informer et dont vous continuez à vous informer et à nous informer chaque jour sur cette guerre qui a cours au Proche-Orient. Et puis, sur place, Alice Froussard, bonjour. Bonjour. Alice, vous êtes actuellement en Cisjordanie, vous êtes à Ramallah. Mais j'aimerais tout d'abord que l'on évoque la mémoire d'un homme, Rojdi Sarraj, car nous sommes aujourd'hui en deuil. Vous avez travaillé avec lui, il travaillait donc avec nous et cet homme est mort à Gaza. Expliquez-nous, Alice Froussard, quelques mots sur cet homme et sur les raisons pour lesquelles donc nous sommes en deuil aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les fixeurs, normalement, ce sont des invisibles, mais sans eux, notre couverture journalistique, elle ne serait absolument pas ce qu'elle est, particulièrement à Gaza. Rojdi Sarraj, c'était un journaliste, il était avant tout un reporter, un caméraman, un réalisateur, et il donnait en fait à voir la vie quotidienne de Gaza, mais voilà, c'était aussi le fixeur avec lequel nous travaillions à Radio France. Parce qu'à Gaza, en fait, nous ne sommes pas grand-chose sans lui. C'est lui qui nous obtient le fameux permis, qui nous permet d'entrer dans l'enclave côtière. C'est lui qui vient nous chercher au checkpoint, qui va nous guider d'un bout à l'autre de la bande de Gaza. Nous, entre guillemets, on arrive avec des idées de reportage. Lui va les affiner, on va en parler avec lui. Il va avoir identifié des contacts. Nous, on va en avoir d'autres. Et voilà, Rojdi, en fait, comme tous ces journalistes gazaouis, il était aussi celui qui était à Gaza toute l'année. Nous, on n'y allait que par petites périodes. Et c'est lui qui, justement, dans ces périodes de guerre, au moment où les journalistes internationaux ne peuvent pas entrer, c'est lui qui informe aussi, comme tous les autres journalistes, en premier, qui ne quitte pas le terrain, qui, justement, ne va plus compter le temps passé dans des hôpitaux, à interviewer des familles de victimes, des familles de survivants, qui va filmer justement ce qui se passe sur le terrain, que nous ne pouvons avoir accès malheureusement seulement que par téléphone. Donc effectivement, les journalistes à Gaza font ça, font leur travail de journaliste, mais le vivent en même temps, avec donc toute cette idée en tête de devoir raconter la mort d'un ami ou d'un confrère, et justement parce que tout le monde se connaît, malheureusement c'est lui qui a été tué ce dimanche. Quel rapport avec le risque avait-il? Et j'ai presque envie aussi de vous poser la question à vous, Alice Froussard, qui êtes sur le terrain en ce moment même au Proche-Orient. En fait, à Gaza, les fixeurs, forcément, c'est un collègue, c'est un journaliste, mais ça devient aussi des amis, puisqu'on passe beaucoup de temps ensemble sur le terrain. On pouvait y aller parfois pour des périodes de une semaine et demie. Et c'est-à-dire qu'on passe du temps avec notre fixeur à partir du moment où on va arriver, traverser, entrer justement dans cette enclave côtière, jusqu'au moment où on va en sortir. Et c'est-à-dire qu'il y a aussi des moments voilà, où on travaille, où on est en interview, il y a tous ces moments où on est ensemble, où on va se balader quand il y a des pauses. Il y a aussi tous ces moments de vendredi, quand la bande de Gaza est complètement à l'arrêt, où finalement on en profite aussi pour parfois on rencontre sa famille, on fait du montage ensemble. Enfin c'était vraiment plus qu'un fixeur en fait. Et je pense que beaucoup de journalistes vous le diront. Partout dans le monde, il y a forcément des fixeurs avec lesquels on a beaucoup plus d'affinité que d'autres. Et souvent, plus on passe de temps avec quelqu'un, puisque plus on devient proche, aussi parce qu'il y a une relation de confiance à avoir. Puisque finalement, ce fixeur, il est aussi responsable de votre sécurité, entre guillemets, mais vous aussi, vous êtes responsable de la sienne. Et c'est en ça que
c'est dur d'imaginer voilà, qu'on a perdu justement notre fixeur, et pense pouvoir parler au nom de mon collègue de Radio France, Frédéric Mettezo, et en mon nom, voilà, que ça va être très dur d'imaginer retourner à Gaza avec un autre fixeur. Mais alors, justement, quand vous dites que, évidemment, vous êtes dépendant de votre fixeur, particulièrement à Gaza, Alice Froussard, comment fait-on pour informer sur Gaza, sachant que le Hamas est une organisation terroriste, totalitaire, qui n'a pas vocation à mener ses opérations de manière transparente? Justement, c'est en ça que la relation aussi, à la fois avec notre fixeur, est importante, puisqu'il faut que ce soit quelqu'un de confiance, il faut pouvoir tout lui dire. Et c'est en ça que travailler avec Rojdi, qui était journaliste, qui était avant tout journaliste avant d'être gazaoui, on peut lui demander voilà, de faire tel ou tel sujet. Après, tout est une question de savoir comment on va travailler sur ce sujet, comment on va en parler différemment, comment on va essayer d'utiliser des petites techniques pour pour mettre en valeur l'information, pour pas prendre de risques pour nous, mais aussi pour lui, puisque finalement, nous, journalistes occidentaux, nous rentrons ensuite, nous sortons, entre guillemets, de la bande de Gaza. Eux restent au quotidien. Donc nous aussi, nous ne devons pas les mettre en danger si on doit faire des sujets qui peuvent être problématiques pour eux. C'est déjà arrivé par le passé que des fixeurs aient des pressions de la part des autorités. Et c'est ce qu'il faut que nous devons éviter qu'ils en aient. Et il y a des sujets sur lesquels on va signer avec notre fixeur, d'autres pour lesquels on ne va absolument rien dire du fait qu'ils aient travaillé avec nous, puisque ça pourrait les mettre en danger. Éric Biégala, vous qui êtes actuellement dans ce studio avec moi, vous suivez la part militaire de l'actualité depuis de nombreuses années pour Radio France et pour France Culture. Comment avez-vous réussi à vous informer sur ces usines souterraines pour missiles longue portée qui existent à Gaza et sur lesquelles vous avez écrit donc avant le 7 octobre? Autrement dit, toutes ces informations confidentielles, comment avez-vous réussi à les collecter? Alors, ce ne sont pas forcément des informations vérifiées. Il se trouve qu'un mois avant le 7 octobre, donc au tout début septembre, j'avais été invité par le European Israeli Press Association, l'association de la presse israélo-européenne, avec un certain nombre d'autres reporters et spécialistes un petit peu défense, à faire on va dire un tour des institutions sécuritaires. C'était aller sur les différents fronts où ce qui pouvait commencer à ressembler à des lignes de front au-dessus de Naplouse, au-dessus de Jénine, en Cisjordanie, mais aussi sur le front nord face au Hezbollah, face au Hamas à Gaza, et donc on a pu rencontrer un certain nombre de spécialistes de la sécurité d'Israël. Ce sont d'anciens agents de renseignement, ce sont des militaires d'actifs, des militaires ou des ingénieurs qui vont concevoir les systèmes antimissiles, enfin énormément de gens qui, eux, ont cette information et que l'on retransmet. Mais c'est pas de l'information vérifiée. Des usines, on n'en a pas vu. Mais diriez-vous, Éric Biégala, que ces gens que vous avez rencontrés un mois avant le 7 octobre s'attendaient, pensaient possible une offensive depuis Gaza ? Depuis Gaza, non. Je pense que c'était la chose à laquelle ils s'attendaient le moins. Quand on était devant Gaza, on avait en face de nous une barrière de sécurité et un mur souterrain qui empêchait les infiltrations par tunnel. Voilà, ça, le mur, il fait quand même 60 mètres de profondeur. Il était bardé de capteurs, etc. Et les militaires qui étaient là comptaient là-dessus pour empêcher toute infiltration. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait entre 2500 et 3000 types en armes qui passent par-dessus. Alice Froussard, vous êtes actuellement à Ramallah, en Cisjordanie. Peut-être quelques mots sur ce que vous voyez aux alentours, sur la situation à Ramallah, parce qu'il faut informer sur Gaza, mais aussi, bien sûr, sur la Cisjordanie, sur les colonies, les territoires occupés. Alors nous, justement, pour le moment, on n'a pas accès à Gaza. Donc effectivement, pour faire entendre un petit peu la voix des Palestiniens,
on a décidé d'être aussi en Cisjordanie, puisque c'est un autre front en ce moment d'Israël, où, comme le disait Eric, il y avait ce front était connu, en tout cas le nord de la Cisjordanie. Donc, pour le coup, là, l'ambiance est quand même très particulière. Nous, en tant que journalistes étrangers, on a le droit de se déplacer, d'aller par exemple du territoire israélien au territoire palestinien en Cisjordanie. Il y a aussi sur ces routes, on peut voir justement ces colonies israéliennes donc dans le territoire de la Cisjordanie, c'est-à-dire que il va y avoir des petites enclaves avec des barrières protégées par des soldats où vivent des colons israéliens au milieu de villages palestiniens sur des terres palestiniennes. Et donc vous circulez nous, librement, en tant que Alice? reporters, Vous circulez alors librement. nous, puisqu'on est journaliste, en fait, on a le privilège d'être journaliste étranger, d'avoir à la fois donc un passeport français, d'avoir une carte de presse israélienne qui nous permet de circuler sur tout le territoire et d'avoir une voiture avec une plaque israélienne. Donc c'est ce qui vous permet ce qui nous permet de passer les barrages de soldats, ce que les Palestiniens ne peuvent pas faire en ce moment puisque les villes sont fermées. En tout cas, les principales villes palestiniennes et les routes sont fermées. Il y a ce qui nous permet Alice, de faire notre travail de terrain. Il y a eu, Alice, depuis le début de cette guerre, de nombreux morts en Cisjordanie, de nombreux Palestiniens. Est-ce que ça veut dire que vous assistez à des accrochages, à des échanges de tirs chaque jour ? Alors, des échanges de tirs chaque jour, nous, pas forcément, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup couvert d'enterrement. Encore hier, on a dû aller dans un camp de réfugiés à côté de Ramallah parce qu'il y avait eu des affrontements avec l'armée israélienne dans ce camp de réfugiés de Jalazon la veille. Nous sommes déplacés à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, pour faire un reportage à la base sur le camp de réfugiés en solidarité avec Gaza, mais finalement, nous nous sommes retrouvés dans des manifestations le soir avec mon collègue Alexandre Abergel qui était pour les moyens techniques. On avait effectivement entendu votre reportage. Merci beaucoup. Alice Froussard, qui est aujourd'hui donc notre correspondante en Cisjordanie, Eric Biégala, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour comprendre comment se fabrique l'information. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21. Comment faire pour vous apporter l'information la plus exacte, la plus précise, la plus vérifiée possible sur ce conflit qui a cours entre Israël et le Hamas? Nous sommes en compagnie de mon camarade Eric Biégala. Vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France. On vous doit un article, hélas, prophétique, le 3 octobre, publié sur le site de France Culture. Israël sur le pied de guerre tous azimuts, où vous évoquiez notamment les tunnels de Gaza. Et nous accueillons Vincent Caucase, journaliste de Check News à Libération. Eric, je vous ai appelé au lendemain du 7 octobre pour savoir si on avait des informations précises sur la nature des massacres perpétrés par le Hamas. On savait qu'il y avait des morts, beaucoup de morts, même si le bilan a été revu à la hausse pendant quelques jours. Mais ce que je voulais savoir, c'était le mode opératoire et le type d'exaction perpétré par le Hamas, parce que un mort n'égale pas un mort. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont les morts étaient perpétrés fournit une indication sur la stratégie poursuivie par le mouvement terroriste. Et à l'époque, que savait-on? Comment a-t-on réussi à s'informer précisément sur ce qui s'est produit, notamment dans ces kibboutz à la frontière? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a eu tout de suite, mais vraiment tout de suite, énormément d'images diffusées par le Hamas, directement. Et ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, sur ex-Twitter, assez rapidement. Je me souviens, moi, j'ai été réveillé pour éventuellement partir sur place. Il devait être 8h30, quelque chose comme ça, et j'ai pas décroché de mon téléphone portable pendant les heures que finalement, c'est pas moi qui a été, c'est mon collègue Omar Ouaman. Et on voyait des images assez hallucinantes qui avaient été tournées par le Hamas, par des gens qui étaient des témoins directs. Je me souviens, une des premières images que j'ai vues, c'est 4 personnes, on
va dire, 2 couples de personnes âgées qui devaient être dans un abribus. Je pense que c'était à Sderot. Je suis pas absolument certain, j'avais pas pu vérifier exactement l'endroit à cette époque-là, et ces personnes avaient été manifestement passées par les armes alors qu'elles attendaient le bus. Là, donc, c'était une agression typique et manifeste contre des civils, menée par des hommes en armes qui venaient de la bande de Gaza. Sderot, c'est à 1500 mètres au nord de la bande de Gaza, c'est la ville principale. Et des images comme ça, il y en a eu en fait des dizaines et des dizaines pendant les 2 ou 3 heures qui ont suivi. Et donc, comme elles viennent du Hamas, on se dit qu'elles ne peuvent pas être fausses. Elles ne peuvent pas. Dans ce contexte-là, hein, bien sûr. Elles ne sont pas censées desservir le Hamas. Malheureusement, on voyait bien qu'il s'agissait essentiellement de prendre à partie, par les armes, absolument n'importe qui. C'est-à-dire des policiers. Le poste de police de Sderot a été assiégé et en partie pris. Mais également tout ce qui était véhicule civil, tout ce qui était passant dans la rue, tout ce qui était... et on a commencé à avoir aussi des images qui arrivaient des kibboutz. Et là, il s'agissait simplement de passer par les armes absolument tout ce qui pouvait s'y trouver. Dans cette actualité terrible, hier, Israël, et même plus précisément encore l'armée israélienne, a convié les médias étrangers à visionner les images de ces tueries. Et là aussi, c'est particulièrement important, Vincent Caucase, puisqu'il y a déjà eu, et là j'ai du mal à le dire, mais malheureusement il faut le dire, il y a eu une question qui s'est posée pour savoir s'il y avait eu des bébés décapités. Vous avez travaillé sur cette question qu'on aurait préféré bien sûr ne jamais se poser, Vincent Caucase. C'est une des spécificités de ce conflit, c'est-à-dire que dès les premiers jours, les premières heures, on a effectivement eu ce flot d'images terribles. Nous, on a dû s'en saisir pour faire le tri entre ce qui était vrai ou pas, et assez vite s'est posé la question de ce nombre qui est sorti dans la presse internationale de 40 bébés morts, qui est assez vite devenu 40 bébés décapités dans ce kibboutz de Kfar Aza, qui est très proche, pareil, de la frontière avec Gaza. Aujourd'hui, c'est un chiffre qui n'est plus repris, y compris par la communication israélienne. Il y a eu un raté, il y a eu un chiffre qui a été donné peut-être un peu vite à l'antenne d'une chaîne d'infos en continu, I24 News en l'occurrence. Le problème, c'est qu'il y a vraiment eu des bébés qui ont été tués, il y a vraiment eu un massacre dans ce kibboutz, mais simplement le chiffre n'était pas le bon. Nous, notre travail, c'est aussi de faire le tri entre les chiffres qui sont bons ou pas, avec toute l'horreur que ça charrie derrière, puisque un seul bébé tué, un seul bébé décapité, c'est déjà une abomination, c'est déjà un problème. Le souci qu'il y a eu, c'est aussi que le fait que ce chiffre faux ait circulé a été brandi par le Hamas et par des soutiens du Hamas comme la preuve que Israël mettait en scène les massacres et permettait au Hamas de balayer tous les massacres en disant il n'y a pas eu de massacre de civils, etc. Alors que par ailleurs, on avait des images qui le prouvaient. Mais alors aujourd'hui, que sait-on sur ces massacres? Sait-on par exemple si ces tueurs du Hamas avaient des consignes particulières? Parce que ça c'est particulièrement important. Est-ce qu'on leur avait dit d'exercer la plus pure cruauté? Est-ce que cela faisait partie donc de leur feuille de route? Alors on a retrouvé, il y a des documents qui circulent, qui auraient été retrouvés sur les combattants du Hamas. C'est encore très difficile à authentifier de manière définitive. En tout cas, dans ce qu'on voit, nous on a pu déjà documenter de façon très précise, géolocaliser, vérifier, grâce à des images, des crimes de guerre. Donc, à la limite, consigne ou pas, le mode opératoire prouve qu'il y avait une volonté de tuer un très grand nombre de civils, puisque dès les premières minutes de l'attaque, ce sont des civils qui ont été ciblés de façon totalement volontaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors bien entendu, Éric Biégala, dans cette guerre, la guerre médiatique a cours. Le fait de rappeler pour l'armée israélienne hier la nature des massacres perpétrés par le Hamas et aussi une manière de peser, de contrebalancer, je ne sais pas quel verbe utiliser, mais enfin on voit bien que tandis que Gaza est bombardé avec des enfants qui meurent, il est aussi important pour Israël de rappeler l'événement originel. Et là, comment faites-vous, vous, Éric, qui travaillez sur ces sources, pour savoir si l'armée israélienne ne vous délivre pas de fausses informations en la matière? L'armée israélienne, mais comme toutes les armées, il faut partir d'un principe. À la guerre, tout le monde ment. Vous ne pouvez rien prendre pour argent comptant. Alors on peut mentir simplement par omission.
C'est en général ce qui se passe avec les institutions, les forces armées occidentales. On ne dit pas tout, ou on ne dit pas complètement tout. On peut aussi mentir par fabrication. Alors les Russes sont les grands spécialistes de ces choses-là. Ils sont capables de nous monter des histoires, mais totalement hallucinantes, qu'on débunk, c'est-à-dire qu'on déchiffre assez facilement finalement. Mais il y a de tout. Le spectre est très très large. Donc il faut pas prendre les images pour quand elles vous sont données. Oui, parce que bien sûr, une image, parce que plusieurs fois d'ailleurs, des auditeurs nous ont dit on sait qu'il y a eu tel ou tel massacre, puisqu'on a les images, on nous envoie ces images, mais ces images, malheureusement, elles ne veulent dire pas grand-chose. Et puis des fois, elles sont tout simplement trafiquées. Oui, non, mais c'était à ça que je pensais. Oui, elles sont trafiquées dans le sens où tout simplement le nombre d'images qu'on a en ce moment, soi-disant de Gaza, et qui sont en fait des images qui viennent de la guerre de Syrie. Tremblement de terre en Turquie. Du tremblement de terre en Turquie. Libération, on a fait hélas les frais. Donc voilà, c'est une image, si elle n'est pas authentifiée, ça ne signifie rien. Vincent Caucase, l'autre épisode particulièrement marquant dans cette guerre, c'est le bombardement de l'hôpital ou le tir de roquette, puisque c'est ça la question qui s'est posée. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr à 100% qu'il s'agit d'une roquette lancée par le djihad islamique qui aurait explosé sur le parking donc, de cet hôpital? Alors à 100% non, parce qu'il nous manque un élément déterminant pour attribuer l'explosion, c'est des débris de projectiles au sol. Le Hamas a indiqué il y a très peu de temps là qu'il n'y avait plus aucune trace de projectiles, qu'il s'était dissous comme du sel dans l'eau. C'est une citation d'un responsable du Hamas, ce qui n'est pas très crédible. Tous les experts en militaire interrogés disent que voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. On trouve toujours des bouts de projectiles, etc. Mais quand vous dites le Hamas, vous avez Monsieur Hamas au téléphone? En l'occurrence, là, c'est un responsable du Hamas qui est cité par le New York Times, qui les a interrogés spécifiquement sur cette question du projectile, parce qu'encore une fois, elle est déterminante. Reste qu'on a quand même certains éléments, notamment des vidéos, plusieurs vidéos, des vidéos de vidéosurveillance, des images de chaînes de télévision, des images au sol, et on a beaucoup travaillé sur ces vidéos et elles sont compatibles avec un tir de roquette raté. Les images qu'on a au sol du cratère, pour le coup, ne sont pas compatibles avec une frappe aérienne. C'est-à-dire la taille du cratère, le type du cratère d'une frappe aérienne israélienne. Ça pour le coup, on peut à peu près l'exclure aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les Israéliens? C'est un peu plus compliqué de ça, puisque le cratère pourrait être compatible, par exemple, avec un tir d'obus, un tir d'artillerie, ce qui n'est pas pareil qu'une frappe aérienne. Mais est-ce que le fait que le Hamas dise qu'il n'a rien retrouvé, est-ce que ça n'est pas en soi une manière d'avouer qu'effectivement c'est un tir raté du djihad islamique? C'est un élément important, mais par ailleurs, sur le djihad islamique, ça c'est une communication de Tsahal, l'origine du tir, pour le coup, on n'en sait encore pas grand-chose, puisque l'armée israélienne a indiqué dans un premier temps que la roquette avait été tirée depuis un cimetière juste derrière l'hôpital, et ça aujourd'hui c'est fortement remis en cause. Éric Biégala. Alors on a en termes d'image, on a un truc qui pour nous est du pain béni, c'est qu'au moment où en fait l'explosion et l'incendie se déclarent sur l'hôpital, on a un direct tourné par Al Jazeera. Donc en fond, c'est tourné de nuit, donc on a simplement la silhouette de Gaza City, et puis on a très distinctement un objet volant, pas vraiment identifié, mais enfin quand même pas loin. Ça ressemble beaucoup à toutes les roquettes qui sont en train de partir de Gaza, qui volent beaucoup plus lentement qu'à l'habitude, qui commencent à avoir un parcours un petit peu erratique. On distingue très nettement sur ces images qui sont, encore une fois, en direct, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout, l'objet exploser, changer de direction. Finalement, il y a une espèce de gerbe de flamme. Et 5 secondes plus tard, vous avez 2 explosions au sol. Et là, l'opérateur a le bon goût et le réflexe de zoomer complètement sur le deuxième truc. Et on reconnaît, parce que là, on peut géolocaliser l'endroit, et c'est effectivement cette cour d'hôpital. Donc il y a quelque chose qui, 5 secondes après l'explosion, ou disons la destruction, la désagrégation en vol d'un missile parti de Gaza, d'un missile ou d'une roquette partie de Gaza, quelque chose qui explose au sol. Alors ça, là déjà, il y a une véritable indication. Le lendemain, effectivement, on a des images en plein jour de ce qu'il y a sur le parking. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est pas une bombe qui est tombée. Il y a 20 véhicules qui sont sur ce parking. Il y en a
15 qui sont brûlés, 3 qui sont vraiment détruits, donc il y a eu un vrai choc cinétique. Quand vous avez un petit peu l'habitude de regarder ce que produisent les explosions de charges militaires, il y a eu une charge militaire qui a explosé, c'est parfaitement clair, on voit les traces au sol, on peut tout à fait distinguer l'angle de tir avec ces traces au sol, ça c'est des trucs qu'on apprend à faire sur le terrain, on appelle ça de la trajectographie, il y a quand même un faisceau d'indications assez lourd qui pointe vers un objet tiré depuis la bande de Gaza qui aurait fait explosion. Vincent Cocasse, depuis lors, sur ces listes WhatsApp, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de listes WhatsApp, alors des listes de correspondants étrangers, des listes qui sont constituées dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on voit qu'il y a toujours une orientation dans ce conflit entre Israël et le Hamas. Moi, on m'a fourni obligeamment une carte de la bande de Gaza avec 550 impacts de roquettes lancées depuis Gaza qui auraient explosé sur le territoire. Mais alors, comment savoir, par exemple, si il y a effectivement eu 550 roquettes qui ont été lancées par le djihad islamique, par le Hamas, et qui auraient explosé sur la bande de Gaza? Ça fait partie de la multitude de données qui est publiée depuis quelques jours et qui demande, si on veut vérifier à chaque fois un travail de fourmi qu'on est presque pas en mesure de fournir, c'est-à-dire vérifier 550 tirs de roquettes ratés, on devrait s'y mettre, les 10 journalistes de Check News à Libération, pendant 2 mois dessus, si on voulait aboutir à quelque chose. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, et sur ça, on n'a pas la capacité humaine et le temps de faire ça. Là, par exemple, nous, on travaille avec un collègue sur les hôpitaux qui ont vraiment été touchés par des frappes aériennes à Gaza, ce qui a été un peu occulté par l'histoire d'Al-Ali, puisqu'il y a des hôpitaux, beaucoup d'hôpitaux qui ont été touchés par des frappes israéliennes à Gaza. Et rien que ça, c'est un travail extrêmement difficile, alors qu'on parle d'une dizaine ou d'une vingtaine d'hôpitaux. Et alors, ce qui complique encore la chose, c'est que les bilans de ces frappes, Vincent Cocasse, à Gaza, ils sont donnés par le ministère de la Santé de Gaza. Qu'est-ce que ce ministère, est-ce que l'on peut croire aveuglément ce qu'il dit ? Alors on a fait un article précisément sur ce sujet. Peut-on encore faire confiance aux chiffres donnés par le Hamas ? Jusqu'à ce conflit, c'était considéré comme une source relativement fiable sur les bilans humains. C'est-à-dire que c'était des chiffres qui étaient corroborés par des agences de l'ONU, etc. Et donc, à quelques unités près, généralement, la presse israélienne, l'ONU reprenait des chiffres assez proches. Est-ce que les choses ont changé avec Les choses ont changé puisque aujourd'hui, on n'a quasiment plus aucun moyen de vérifier les chiffres qui sont donnés par des sources indépendantes sur place. Alors, par exemple, si on retourne à cet hôpital qui aurait été touché par une roquette donc lancée depuis Gaza, le Hamas avait donné un bilan très précis peu après l'événement, 471 morts. Aujourd'hui, très sincèrement, on n'en sait pas grand-chose. On a des sources renseignements qui sont très divergentes sur le bilan. Certaines sources renseignements parlent de 10 à 50, d'autres d'une fourchette de 100 à 300, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on est dans le flou autour de ce bilan, et avec un bilan donné par le Hamas très différent, mais qui évidemment a été très vite remis en cause, puisqu'ils ont immédiatement accusé l'armée israélienne d'une frappe aérienne, alors qu'on sait pour le coup que ça, a priori, ce n'est pas le cas. Comment fait-on, Éric Biégala, pour croire, ne pas croire, essayer de confronter avec la réalité ce que, par exemple, l'on sait sur la manière dont Israël mène la guerre contre le Hamas à Gaza? On essaye de vérifier. Alors pour reprendre cet exemple qui est assez parlant, le Hamas parle de 471 morts et de centaines de blessés. On sait, parce que là les images le montrent, qu'il n'y a pas eu d'explosion sur l'hôpital. Les bâtiments sont intacts. Il y a même des auvents en petites tôles ondulées qui n'ont même pas été soufflés. Enfin, c'est pas une explosion très importante. Il y avait du monde sur ce parking et sur les 2 pelouses qui sont adjacentes. J'ai mesuré, ça aussi on le fait, ça fait à peu près 1900 mètres carrés au grand maximum. Vous mettez là-dessus 471 personnes, plus les centaines qui ont été blessées, plus 20 véhicules. Ça veut dire que vous avez pratiquement une personne debout par mètre carré. C'est pas plausible. C'est pas impossible totalement, mais c'est difficilement plausible. D'autant que, effectivement, il y avait beaucoup de réfugiés sur les 2 pelouses adjacentes, sauf que ils n'étaient pas là en permanence. On a des images satellites prises par Maxar.
de la veille, il y a personne sur les pelouses. Donc alors les gens venaient peut-être simplement la nuit pour se pensant un petit peu plus à l'abri en étant dans l'enceinte de l'hôpital. C'est possible aussi. Mais vous voyez, là, le chiffre de 471 morts et plusieurs centaines de blessés ne paraît pas plausible à cet endroit. Alors, il y a aujourd'hui toute une série de questions qui se posent, rendues compliquées par l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est à peu près capable de tout fabriquer. Sur la question des otages, là aussi, il y a un certain nombre d'interrogations. Par exemple, il y a eu un certain nombre de vidéos circulant sur les otages. Étaient-elles toutes vraies, Vincent Coccaz? Non, assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des vidéos. En fait, avant même l'IA, l'intelligence artificielle, il est très facile de sortir une vidéo de son contexte. On en parlait tout à l'heure sur les vidéos de Syrie qui ont été présentées à tort comme des images de Gaza. Bah là, c'était des vidéos tout à fait anodines d'un homme qui parlait arabe à une fillette. Et ça a été présenté comme une petite fille israélienne qui avait été enlevée, alors qu'en fait, on a retrouvé, nous, la date de la vidéo, qui date plutôt de fin septembre que de début octobre, qui est antérieure à l'attaque, qui n'a donc rien à voir avec le conflit, mais elle a été vue des millions de fois, repris par des très gros comptes américains et israéliens. Et donc tout ça participe à un flou, parce que une fois qu'on a vu ces images, elle crée un choc, parce qu'elles sont évidemment souvent très impressionnantes. Le fait qu'elles soient débunkées dans un deuxième temps ne suffit pas toujours à corriger, entre guillemets, les faits qu'elles ont eus dans un premier temps. Toujours dans le travail de vérification, de contextualisation, Éric Biégala, une question extrêmement difficile. Ces bombardements israéliens, lorsqu'ils tuent des civils, bien souvent, l'armée israélienne explique que ces civils ont été utilisés de manière directe ou indirecte comme des boucliers humains par le Hamas. Que sait-on à ce sujet? Est-il possible d'enquêter ou de savoir la réalité de ces faits? Alors, c'est sûr que le Hamas utilise la population gazaoui. Alors, en bouclier humain, on peut parler de ça effectivement. Si on se cachait dans des tunnels qui sont juste sous des mosquées ou sous des hôpitaux, etc., et que Israël va essayer de détruire les infrastructures, comme ils disent, ils vont viser d'abord ce qu'il y a au sol. Alors, ça veut dire, là, par exemple, la mosquée, et puis ensuite ce qu'il y a en dessous, avec des bombes spéciales qui peuvent exploser. Des bombes perforantes. Des bombes perforantes. On peut parler même probablement de bombes thermobariques, parce que c'est ce qui est idéal pour aller taper en fait ce qui est enterré et ce qui est confiné. Mais il y a aussi tout simplement des bombardements qui sont faits, d'abord des bombardements qui ratent leur cible. C'est tout bête, et donc qui tombent sur la maison d'à côté, parce que il y a plein d'éléments. J'ai été témoin direct, d'ailleurs, parce que j'étais dessous, d'un bombardement qui a tapé une colonne amie, un bombardement américain, c'était en Irak, tout simplement parce que on l'a su après, le GPS du pilote était mal étalonné et il s'est trompé de route. Donc ça arrive, ce genre de choses. Et puis après, tout simplement, vu les charges qui sont tirées par l'aviation israélienne, ce sont des bombes de 500 à 1000 kilos. Un seul coup au but peut détruire vraiment tout un bâtiment. Vous pouvez bien imaginer que quand vous êtes dans la rue adjacente, il faut passer aussi. Vincent Coccaz. Il faut avoir en tête que Gaza, c'est des bombardements sur des zones extrêmement denses en population. Donc même si on cible de façon très précise une cible militaire, les bâtiments autour n'en ressortent pas indemnes. On est sur une population de plus de 2 millions d'habitants, sur une petite zone très urbaine, notamment autour de Gaza City. Donc forcément, il y a des morts civiles quand il y a des frappes qui rasent des bâtiments, voire des bouts de quartier entiers. Ça veut dire que pour toutes ces raisons, Éric Biégala, ce conflit est plus difficile à documenter que les précédents? Il est difficile à documenter parce qu'on n'est pas sur place, déjà, le premier truc. Je répète, à la guerre, tout le monde ment. La seule chose dans laquelle vous pouvez vraiment avoir confiance, c'est ce que vous voyez, ce dont vous êtes le témoin. Et des fois même... Plus difficile que le conflit russo-ukrainien. Alors, en Ukraine, on est sur place. Il y a des correspondants qui peuvent évoluer. Vincent Coccaz? C'est très différent dans la façon de couvrir ces deux conflits, puisque le conflit Ukraine-Russie était plus classique, entre guillemets, dans le sens où ce sont encore des armées qui s'opposent. Là, encore une fois, dès les premières heures, ce sont des victimes civiles majoritairement qui ont été décomptées. Ce sont des massacres, ce sont des bombardements qui tuent des civils. Donc c'est très différent. On a beaucoup moins d'éléments militaires sur lesquels s'appuyer. Et évidemment, le fait de n'avoir personne sur place, encore une fois, on ne peut pas corroborer un certain nombre de choses. Un mot de conclusion, Éric Biégala.
Alors, bon, la guerre c'est un flux d'informations, c'est un flux d'activités, c'est quelque chose quand on le couvre, c'est pas quelque chose qui est arrêté, c'est toujours en évolution, et donc c'est intéressant d'avoir des médias de flux, comme la radio par exemple, ou la télévision d'information. Nous, par ailleurs, on a la possibilité de ne pas se tromper sur une image, puisqu'on ne les montre pas, donc au moins... on ne peut Pas sur être une image, abusé. mais on peut se tromper sur certaines choses. Mais justement, rien ne nous interdit de revenir 10 minutes plus tard en disant le papier que j'ai fait là tout à l'heure, on va peut-être le bémoler un petit peu. Ça a été particulièrement fait, ça, Vincent Coccas, parce qu'on a accusé un certain nombre de titres de presse, le New York Times, par exemple, d'avoir mis, au moment du bombardement, de l'attaque de l'hôpital Al-Rab, donc aujourd'hui, on considère que celle-ci est le fait d'une roquette lancée depuis Gaza. Le New York Times avait mis la photo d'un autre hôpital. D'une frappe aérienne. Pour le coup, là, le New York Times, ils ont une politique de correction qui est très claire. Ils sont revenus dessus. Ils ont expliqué qu'il y avait eu un raté. Ils ont dit désormais, on dira de façon plus précise ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Donc, ils sont revenus dessus. Merci Vincent Coccas. On vous retrouve donc sur Check News, le site de vérification d'informations de Libération. Merci Éric Biégala. On vous retrouve bien dans les journaux de la rédaction de France Culture.